Bonjour et bienvenue dans la Semaine de l'écho, émission spéciale consacrée à la COP28. Maintenir la hausse des températures en deçà de 2 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle. Le sommet de Dubaï doit tirer le bilan de l'accord de Paris. Tensions entre pays du Nord et du Sud, engagement des entreprises. Pays récalcitrant, quel chemin parcouru depuis 2015 ? Comment accélérer le mouvement ? On en parle dans un instant. Cette COP signera-t-elle l'abandon progressif des énergies fossiles ? Et à quelles conditions ? Dans son discours d'ouverture, le président de la COP et patron du géant pétrolier ADNOC a appelé à mentionner leur rôle dans l'accord final. Que faut-il en attendre ? Comment organiser et planifier la sortie des énergies fossiles ? Reportage et éléments de réponse. Enfin, qui paiera les conséquences du réchauffement ? La mise en œuvre du fonds pertes et dommages a bien été approuvée dès l'ouverture de la COP28. Ce fonds est censé indemniser les pays pauvres en première ligne du dérèglement climatique. Reste à en préciser les contours. Faut-il multiplier les fonds pour le climat ? Analyse à suivre. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Concepción Alvarez, rédactrice en chef adjointe du site Novétique, Alain Karsanti, économiste au Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement, le CIRAD, et Bruno Pilon, président France du groupe Heidelberg Materials, deuxième cimentier mondial et président de l'Organisation professionnelle des cimentiers dans l'Hexagone. Bonjour à tous les trois et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Bonjour. Il y a 6 ans, l'accord de Paris avait prévu de tout mettre en œuvre pour maintenir le réchauffement climatique sous le seuil de 1,5 degré. Problème, l'ONU a récemment indiqué que la trajectoire actuelle était de 2,9 degrés. Concepción Alvarez, si elle veut sauver l'accord de Paris, la COP28 doit donc engager les États à accélérer les efforts. À quel type de mesures faut-il s'attendre ? Alors c'est l'une des grandes attentes de ce sommet, le premier bilan de l'action climatique, conformément à ce qui était prévu dans l'accord de Paris. Alors vous l'avez rappelé, les chiffres ne seront pas bons. On va et réduire nos émissions de CO2 de 2% d'ici 2030, alors qu'il faudrait les réduire de 43%. Donc on est bien loin du compte. Ce qu'on attend à la COP28, c'est un accord politique pour rectifier le tir et prendre de nouvelles mesures, engager les États à publier de nouveaux engagements climatiques qui soient à la hauteur d'ici 2025. Donc c'est un sacré chantier qui nous attend. Il y a plusieurs autres mesures qui sont plus consensuelles. On prévoit notamment un triplement des énergies renouvelables, des capacités renouvelables dans le monde d'ici 2030. On est plutôt bien parti sur ce domaine-là ? Alors ça va être compliqué, mais c'est faisable. Et surtout, c'est un accord qui semble faire consensus. Donc c'est déjà une bonne nouvelle. Il va y avoir aussi des mesures sur le méthane. On se souvient qu'à la COP26 de Glasgow, il y a 2 ans, il y avait une coalition sur le méthane. Mais les émissions de ce gaz à effet de serre, qui a un pouvoir réchauffant bien plus puissant que le CO2, continuent d'augmenter. Donc là, c'est Sultan Al-Jaber qui a lancé cette coalition le président de la COP. 150 pays, 25 compagnies pétrolières qui s'engagent encore une fois à réduire les émissions de méthane d'ici 2030, à les éliminer. On attend aussi des initiatives sur de nouvelles taxes mondiales, par exemple sur l'aviation ou le secteur maritime, voire même sur les énergies fossiles pour financer l'action climatique. Et la France devrait aussi porter une initiative sur la fin du financement privé aux centrales à charbon. Donc on le voit, il y a beaucoup encore de coalitions qui seront lancées cette année à Dubaï. On le voit, il y a quelques avancées. Pourtant, le contexte est plutôt morose. On voit une Europe, notamment, qui freine sur la transition, soit en raison de l'inflation, d'une crainte d'une grogne sociale. Il va falloir effectivement que cette transition soit juste. Alors c'est vrai que c'est un sujet dont on parle peu à la COP28, mais effectivement, il va falloir que toutes ces mesures contraignantes, il va falloir accélérer nettement d'ici 2030. Et pour que ça marche, il va falloir embarquer tout le monde et donc accompagner sans doute les populations les plus touchées, les plus pauvres, pour les embarquer dans cette transition qui est nécessaire. Alain Karsanti, on voit qu'on est loin du compte. Est-ce que l'on peut s'attendre à des critères plus contraignants à l'issue de cette COP ? Probablement pas. Enfin, moi, je n'y pense pas beaucoup. Je crois qu'effectivement, on est devant un paradoxe, c'est que on a une augmentation importante des énergies renouvelables, y compris les Émirats arabes unis sont très actifs, ou l'Arabie saoudite, des grands pays pétroliers sont très actifs. Mais tout le problème, c'est qu'on ne peut pas se faire durer en même temps dans ce cas-là. Il faut véritablement qu'on ait un basculement. C'est-à-dire qu'il faut que les énergies renouvelables se substituent véritablement aux énergies fossiles.
Or, beaucoup de pays, notamment des pays pétroliers, des pays gaziers, continuent et annoncent des augmentations de production de gaz et de pétrole dans les années à venir, tout en augmentant effectivement les champs d'éoliennes, les énergies renouvelables. Mais c'est une contradiction. Disons que là, le problème véritablement, c'est d'avoir une décroissance très rapide, des énergies fossiles et une croissance des énergies renouvelables, le tout dans des contextes effectivement où on se pose les questions également de consommation, de sobriété, bien évidemment, qui sont l'autre partie qui est nécessaire. Et j'ai le sentiment que dans cette COP qui se passe dans un pays pétrolier, je pense qu'on va beaucoup discuter justement énergie renouvelable, on va beaucoup discuter également compensation carbone, mais probablement pour ne pas aborder le sujet qui fasse, même si on le mentionnera. C'est-à-dire, on va dire que le charbon, il faut en sortir, mais on ne parlera pas du pétrole et du gaz. On va y venir. D'abord, Bruno Pilon, vous êtes président d'un grand cimentier mondial. Vous faites partie des 50 sites les plus polluants en France. Qu'est-ce qui a changé pour votre groupe depuis 8 ans, depuis la COP 21 ? Alors, la COP 21 s'est donné l'objectif ambitieux de limiter le réchauffement à 1,5 degré. Ça, c'était un point fort. Mais ce qui a changé, c'est que ça a ancré en fait la nécessité de réduire le CO2, mais on n'avait pas attendu la COP 21 pour le faire. Donc, entre là, il y a quelques bonnes nouvelles quand même du côté de l'industrie cimentière et de mon groupe en particulier. C'est que depuis la COP 21, donc depuis 2015, on a réduit nos émissions de CO2 de l'ordre de 15%, je parle au niveau européen. Et on a une ambition de le faire, de réduire d'ici à 2030 de 50% pour être en ligne avec Fit for 55 européen. C'est-à-dire le plan vert européen. Le pacte vert européen, ça veut dire qu'il va falloir qu'on accélère, puisqu'il va falloir faire 2 fois plus vite. On est quasiment à mi-chemin. Si on prend l'échéance 2030, il va falloir faire 2 fois plus vite. Donc il y a beaucoup de choses qui étaient déjà mises en place, qu'on a accélérées et qu'on a essayé à chaque fois de certifier. Il y a des organismes certificateurs, notamment le SBTi, qui va certifier le fait que les initiatives que vous mettez en place sont oui ou non en accord avec l'objectif de réduction de 1,5 degré. Mais pour reprendre ce qui avait été dit, il y a une vraie nécessité à accélérer. Il faut aller vite, non seulement parce qu'il y a une urgence climatique, mais maintenant, et on aura peut-être l'occasion d'en reparler plus tard, il y a une vraie urgence réglementaire, puisqu'on s'est donné les moyens aujourd'hui d'aller plus vite en mettant des mécanismes carbone aux frontières. On va y revenir effectivement. Mais d'abord, pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, il faudra réduire les énergies fossiles dont le monde est encore largement dépendant. Comment en sortir et comment planifier la transition ? Élément de réponse avec nos confrères de France 2. Elles sont au cœur des discussions à la COP 28. Comment réduire notre dépendance aux énergies fossiles ? S'oriente-t-on vers toujours plus de pétrole et de charbon ? En 2022, avec le gaz naturel, il représente au total 82% de la consommation mondiale d'énergie, loin devant le nucléaire ou les renouvelables. Selon un rapport de l'ONU, leur production va continuer d'augmenter, mettant en péril les objectifs climatiques. Le rapport prévoit que la production de charbon va continuer à augmenter jusqu'en 2030 au moins, et que la production de pétrole et de gaz va, quant à elle, continuer à augmenter jusqu'en 2050. C'est beaucoup, beaucoup trop tard. Peut-on vraiment se passer des énergies fossiles ? À la COP 28, l'Union européenne notamment milite pour une sortie progressive du pétrole, du gaz et du charbon. Mais certains pays très dépendants n'y sont pas favorables. Le rôle que va jouer les États-Unis est majeur parce que c'est aujourd'hui le premier producteur et le premier exportateur notamment de gaz naturel liquéfié au monde. Les pays pétroliers, eux, aimeraient continuer à produire tout en développant le captage et le stockage du carbone qu'ils émettent. Est-ce la bonne solution ? À Abu Dhabi, le CO2 émis par cette usine d'acier ne part pas en fumée, il est capté. 800 000 tonnes chaque année. Alors il y a un tuyau ici et un autre là. Ils se rejoignent et amènent le CO2 vers cette installation. Avec cette technologie, les gaz émis par les usines sont aspirés, les différentes molécules séparées chimiquement, le CO2 est ensuite transporté puis réinjecté dans le sol. Mais cette technique, coûteuse et énergivore, ne permet aujourd'hui de capter qu'1 millième des émissions. En 2050, nous estimons pouvoir arriver environ à 8 gigatonnes, c'est-à-dire 20% de capture et de stockage de CO2. C'est-à-dire que c'est une technique, une solution qu'il faut déployer massivement, mais il restera toujours 80% de CO2 qu'il faudra réduire. Selon le Haut Conseil pour le climat, le captage de CO2 ne doit pas être la priorité. Il appelle à plus de sobriété dans l'industrie.
va revenir sur ces technologies de captage, mais d'abord, Concepción Alvarez, en 30 ans de négociations, les 197 parties prenantes des négociations se sont engagées uniquement sur une réduction progressive du charbon. On a l'impression que le pétrole, le gaz, c'est le tabou ultime. Exactement. Alors, pour arriver à cette réduction progressive du charbon et non pas une sortie, on a dû attendre la COP26. L'année dernière, il y a eu un statu quo et il ne s'est rien passé. Et cette année, il y a un vrai espoir sur une sortie ou une réduction progressive des énergies fossiles. Sultan Al Jaber, le président de la COP28, est très attendu là-dessus, puisqu'effectivement, on l'a dit, on est dans un pays pétrolier avec un président de COP qui est président d'une compagnie pétrolière, de la compagnie pétrolière nationale. Donc, quelque part, il n'a aucun intérêt économique à en sortir, en tout cas rapidement. Mais il y a des spécialistes qui disent que c'est une COP à haut risque et à haute récompense, parce que s'il y arrive, effectivement, ça restera dans l'histoire. Donc lui, son pari, c'est de dire qu'il est le mieux placé pour embarquer les industriels des énergies fossiles dans cette transition. Il va d'ailleurs lancer aussi une charte net zéro pour engager les entreprises à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, mais il ne parle jamais de sortir des énergies fossiles. Alors, dans le texte présenté en ouverture de la COP, il est fait mention d'une sortie ou d'une réduction progressive des énergies fossiles. Lui-même, dans son discours d'ouverture, a dit qu'il fallait mentionner les énergies fossiles dans l'accord final. On va peut-être d'ailleurs l'écouter. Je crois qu'on a ce morceau du discours d'ouverture. Il est essentiel qu'aucun sujet ne soit laissé de côté. Nous devons faire en sorte d'inclure le rôle des combustibles fossiles. Je sais qu'il existe des opinions fortes sur l'idée de mentionner les énergies fossiles et renouvelables dans le texte négocié. Mais nous avons la possibilité de faire quelque chose qui n'a jamais été vu. En réalité, nous n'avons pas le choix. Concepción, on voit que certains pays africains comptent sur de nouveaux gisements pour leur développement. Les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Australie, la Norvège n'ont pour l'heure pas fixé de date limite pour la production de combustibles fossiles sur leur territoire. Est-ce que Sultan Al Jaber peut parvenir là où tout le monde a échoué ? Il y a une petite subtilité, en fait, c'est que ces pays défendent une sortie ou une réduction des énergies fossiles pour celles qui ne sont pas adossées à des systèmes de captage et stockage de CO2, comme on vient de le voir dans le reportage. Donc, c'est le terme unabated. Donc, c'est ça qui va être, c'est l'adjectif, le mot qui va être phare à la COP28. Il me semble peu probable qu'on ait un accord sans ce terme-là. D'ailleurs, l'Union européenne, qui est censée être le bloc le plus ambitieux, n'a pas réussi à s'accorder sur une sortie des énergies fossiles. Il y a toujours ce terme d'unabated qui est rajouté. Donc, on va réduire les énergies fossiles qui ne sont pas adossées à ces systèmes de captage et de stockage de CO2. Donc, en réalité, on poursuit les énergies fossiles, on s'attaque seulement à leurs émissions. Le problème, on va y revenir, c'est que ce système CCS, on nous le promet depuis 2 décennies. CCS, c'est le système captage de et stockage de CO2. Ça fait des années qu'on nous en parle. Aujourd'hui, il y a 40 installations dans le monde qui captent 0,1% des émissions de CO2. Souvent, c'est des systèmes qui coûtent très très cher, qui sont très énergivores. Et selon une récente étude, ça capterait de 10 à 65% du CO2 promis initialement. Donc on voit que c'est encore pas du tout au point. Et quand on regarde effectivement les plans des 50 industries les plus polluantes en France qui ont été remis cet été au président, la majorité, alors il y a l'efficacité énergétique, puis le deuxième levier pour se décarboner, c'est ce CCS. Donc je suis curieuse de voir justement comment on va y arriver. Expliquez-nous, puisque je crois que votre groupe possède une installation de captage en Norvège, unique au monde. Unique au monde, qui va démarrer l'année prochaine, mais tout ça est très... Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites, et je vais essayer de reprendre ça, en tout cas à l'aune de l'industrie que je représente et les groupes que je représente. Donc, sortir des combustibles fossiles pour notre industrie, c'est possible, puisque nous, on consomme du charbon et du coke de pétrole. Et aujourd'hui, on sait, à 90%, on entend parfois le chiffre de 100%, en fait, on a toujours besoin d'un peu de gaz pour démarrer les fours, mais après, on sait tourner avec des déchets, notamment, idéalement, à forte composante biomasse, qui est un sujet, on en parlait tout à l'heure. Donc ça, on sait faire. Malheureusement, quand on a fait ça, on a éliminé 1/3 de nos émissions, parce que le gros des émissions de CO2 du ciment, ou plus précisément du clinker, c'est le fruit de la réaction chimique. Donc on ne sait pas faire autrement. Et ce qui était dit tout à l'heure est intéressant. Je pense que, et vous avez raison, il ne faut pas se jeter sur la séquestration de CO2. D'abord, il faut regarder ce qu'on peut faire en termes de sobriété.
Donc moins de clinker dans le ciment, moins de ciment dans le Est-ce que béton. vous investissez sur ce volet-là de la sobriété? Bien sûr, donc on travaille en fait pour essayer de réduire la composante clinker qui est la plus émissive dans le ciment. Ça, c'est la première chose. Après, il y a un ordre de mérite. Ça veut dire que ce qu'on pousse, c'est de dire on ne doit séquestrer que ce qu'il est impossible d'abattre. C'est très important. D'abord, on doit travailler sur... C'est ce que dit d'ailleurs le gouvernement. C'est ce que dit maintenant le gouvernement, c'est-à-dire qu'on doit réserver la séquestration, qui est un dispositif très coûteux, uniquement aux émissions qu'on ne sait pas abattre. Avant, il y a des tas de choses. Il y a la sobriété, on peut faire de la recherche, on peut trouver d'autres matières, l'argile calcinée pour mélanger, etc. Donc ça, c'est très important. Et après, ça existe. Alors c'est vrai que c'est embryonnaire, c'est vrai que c'est très lent, parce que le projet qui va démarrer l'année prochaine, il a été pensé en 2005 et les études de la construction, c'est 10 ans. Et dans les feuilles de route qu'on a données, mais plus que les feuilles de route, on a signé la semaine dernière avec la Première ministre et le ministre de l'Industrie, Roland Lescure, les contrats de transition écologique. Il faut que d'ici à 2030, si on veut être au rendez-vous, si l'industrie cimentière va au rendez-vous, il faut qu'on arrive à séquestrer dès 2030. Alors pas beaucoup, 2,4 millions de tonnes, mais il faut arriver à séquestrer. Et là, c'est le plan qui a été dévoilé, et sur lequel on est en train de travailler, le plan de séquestration carbone, avec des hubs qui ont été identifiés à Saint-Nazaire, à Dunkerque, etc. Donc c'est là aussi on a besoin de rejoindre, il y a un besoin de financement massif pour arriver à ça, parce qu'il faut bien comprendre que la séquestration de carbone aujourd'hui n'a aucune rentabilité économique. La séquestration de carbone, ça coûte entre 150 et 250 euros la tonne. Et on disait tout à l'heure, le prix du carbone ce matin, c'est entre 70 et 80 euros. Je n'ai aucun intérêt à séquestrer le carbone aujourd'hui. Donc il faut travailler sur ces sujets-là. Si ce n'est que vous y êtes obligé. Vous allez y être obligé. On va y être obligé, mais aujourd'hui, je peux encore. Et le problème, c'est qu'il faut s'y prendre très en amont, parce que si je prends encore 2 petites secondes pour expliquer ce qu'on a fait, il y a un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières qui s'est mis en place, qui va enfin, européenne, au niveau de l'Union européenne, qui va enfin faire un fair level playing field, comme on dit. Ça veut dire que, en tout cas, les productions européennes vont être traitées au même titre que les productions hors Europe. Or, aujourd'hui, j'ai intérêt à produire hors de l'Europe. C'est incroyable, mais c'est comme ça. Ça va être rétabli. En revanche, et là, il faut faire très attention, ce mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, et notamment les pays du Golfe l'ont bien compris, pour commercer avec l'Union européenne demain, je dois produire des produits moins carbonés. Et ceux qui vont arriver à les faire en premier vont réussir à commercer avec l'Union européenne. Si nous, on ne les fait pas, le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières qui est censé protéger l'industrie européenne se retourne complètement. Il y a une vraie course de vitesse. On a parlé de vitesse tout à l'heure, il faut aller très vite. Alain Kersenti, peut-être sur ce mécanisme. Non, c'est un mécanisme qui est effectivement tout à fait important, ne serait-ce que pour pouvoir justement avoir un prix du carbone dans le périmètre européen, qui soit un prix du carbone vraiment incitatif, pour que précisément les industries qui ont la capacité, les entreprises qui ont la capacité de décarboner, d'investir éventuellement dans ces fameux systèmes de stockage et de capture et de stockage, le fassent. Le problème étant qu'aujourd'hui, ce mécanisme ne concerne que 5, je crois, matières premières qui sont des consommations intermédiaires. Donc le ciment, précisément, l'aluminium, l'acier, les engrais, l'hydrogène, les engrais azotés, l'hydrogène. Pourquoi ? Parce que on a à peu près des bases de données qui nous permettent de connaître l'empreinte carbone à peu près de ces productions dans différents pays. Quand ça vient de Chine, on sait à peu près effectivement quelles sont les conditions moyennes. Alors il est prévu qu'on aille plus loin, c'est-à-dire notamment que ce mécanisme s'applique également aux produits finis. Par exemple, une automobile. Aujourd'hui, à quelle échéance ? Je crois que, disons que le mécanisme doit rentrer en vigueur en 2026. Enfin, il est déjà en vigueur pour le rapportage, pour tout ce qui est rapport, etc. Mais véritablement, le système de taxe à la frontière, qui n'est pas une taxe, qui est l'achat d'un certain nombre de quotas carbone, c'est 2026. L'échéance, elle n'est pas connue. L'Union européenne dit nous allons effectivement élargir progressivement le champ. Il faut le faire rapidement. Parce que si on ne le fait pas rapidement, c'est une machine qui va conduire à la délocalisation de beaucoup d'entreprises. Ouais. Par exemple, si vous avez un constructeur automobile français, peut considérer qu'il est plus intéressant de délocaliser sa production, je ne sais pas, au Maroc ou dans un pays voisin, en dehors de l'Union européenne, puisque là, il n'est pas soumis, dans ce cas-là, l'importation ne sera pas soumise au mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, et les automobiles produites en dehors de l'Union européenne peuvent rentrer aujourd'hui, sans taxe, effectivement, sans taxe particulière. Ça, c'est une crainte que vous ressentez ? C'est tout à fait vrai. Alors, nous, on est sur un produit, ce qui était dit, c'est un produit intermédiaire. Donc vous n'êtes pas concerné ? Alors, si, on est concerné, parce qu'aujourd'hui, d'ailleurs, on travaille avec les douanes. Il faut savoir que le mécanisme, il n'est pas encore en place. On a 2 ans d'essai à blanc. Donc, il va démarrer vraiment à partir de 2026 jusqu'en 2035. Mais il y a tous ces risques-là pour les produits transformés, c'est sûr. Donc, il va falloir que le mécanisme se sophistique
Mais aujourd'hui, déjà, on travaille encore une fois pour essayer de réduire, disons, la taille des mailles du filet. Une autre question, c'est l'Union européenne et d'autres pays craignent que ces techniques de captation soient utilisées pour justifier la poursuite de l'utilisation de combustibles fossiles. Est-ce que vous partagez cette analyse ? Oui, c'est pour ça qu'on insiste beaucoup pour dire on ne peut supporter, parce que de toute façon, la séquestration du carbone aujourd'hui, pour les raisons que j'expliquais en termes de rentabilité, n'est pas soutenable. Donc il va falloir qu'elle soit aidée, sinon ça ne fonctionnera pas. Sachant que les financements, je peux en revenir peut-être 2 secondes là-dessus, ils sont relativement aisés à trouver. En tout cas, pour l'industrie cimentière, c'est relativement simple. Donc ça veut dire qu'il faut effectivement réserver cette séquestration uniquement aux émissions qu'on ne sait pas abattre. Pourquoi c'est simple de trouver des financements ? C'est quand vous regardez la trajectoire de décarbonation de l'industrie cimentière française, la baisse des quotas, puisqu'on va réduire ces quotas jusqu'à 0 à l'horizon 2035. Entre-temps, on va continuer à les acheter. Vous prenez une courbe raisonnable d'augmentation du prix du CO2. L'industrie cimentière, c'est 9 milliards d'euros de revenus supplémentaires, 85% pour l'État français, 15% pour l'Europe. Décarboner l'industrie cimentière française, c'est 3,8 milliards d'euros. Donc, quelque part, c'est plutôt flécher les crédits carbone ou les dépenses sur les quotas vers la décarbonation de l'industrie. Et bien la flécher, ça veut dire la réserver, effectivement, aux émissions qui sont hard to abate, comme disent les Anglais, ou fatales, pour employer le mot français. Mais justement, ce qui nous manque à la COP et qu'on espère avoir, c'est une définition de ce qu'on entend par unabated. Quelles sont les énergies fossiles unabated qu'on va continuer à soutenir ? Est-ce qu'on attend, on fait le maximum pour réduire et c'est les émissions. Traduisez le mot unabated. Je sais qu'il est compliqué à traduire. Associé à des systèmes de captage et de stockage de CO2. Est-ce qu'on le fait pour toutes les énergies fossiles ou est-ce qu'on cadre ça pour les émissions résiduelles, pour les secteurs qu'on ne peut pas décarboner de toute façon, le ciment, l'acier, etc. Donc c'est cette définition qui n'existe pas aujourd'hui, donc on parle de ce terme depuis plusieurs années. Mais il n'y a pas de définition, donc il faudra regarder à Dubaï si on a cette définition sur le CCS finalement, sur le captage et stockage de CO2. Bon, après justement le captage, on va parler de compensation ou comment réduire ces émissions en échangeant des crédits carbone ou en plantant des arbres. Comment ça marche ? Est-ce que c'est efficace ? Les explications de notre spécialiste environnement, Audrey Racine. Le dérèglement climatique est un problème global. Les émissions de gaz à effet de serre doivent être réduites à l'échelle planétaire. C'est en faisant ce constat qu'émerge lors du protocole de Kyoto dans les années 90 l'idée d'un échange de volume de gaz à effet de serre dans les limites d'un plafond annuel. Le principe initial, un acheteur a besoin d'émettre un certain volume de gaz à effet de serre, il achète un quota à un vendeur qui s'interdit donc d'émettre le même volume. L'idée n'est pas mauvaise, mais elle est vite dévoyée. Les entreprises préfèrent en effet acheter des crédits carbone que de travailler à baisser leur empreinte. Apparaît ensuite le problématique marché de la compensation carbone. Les entreprises qui veulent apparaître neutres en carbone financent des projets dont l'efficacité en termes de baisse des émissions de CO2 est souvent invérifiable. Une enquête du quotidien britannique The Guardian démontrait récemment que la plus grande partie des crédits carbone n'avait tout simplement eu aucun effet. Prétendre réduire son empreinte carbone sans diminuer ses émissions, c'est impossible et pour beaucoup d'entreprises, ça s'apparente à du greenwashing. Je me tourne vers notre spécialiste compensation, Alain Carsanti. Ce marché où les entreprises reçoivent des quotas d'émissions, sorte de droit à polluer, censé les inciter à réduire leurs émissions, visiblement, ça ne fonctionne pas. Il y a 2 choses différentes. Vous avez 2 systèmes de marché qu'il ne faut pas confondre. Vous avez le système de plafonnement et d'échange, qu'on appelle en anglais le cap and trade. C'est ce que monsieur Pilon a indiqué. Ce sont effectivement des systèmes dans lesquels on a une logique de rationnement qui va être de plus en plus forte, c'est-à-dire qu'on crée une rareté, on crée une contrainte pour augmenter le prix du carbone. Mais là, en l'occurrence, on le voit que ce terme de quota, il semble mal choisi parce que la logique de rationnement, elle n'a pas fonctionné. Alors, vous avez un deuxième mécanisme qui est effectivement un mécanisme basé sur les projets qui, disons, a fonctionné pendant une vingtaine d'années dans le cadre du système réglementaire de l'ONU, ce qu'on appelait le mécanisme de développement propre. Enfin, il y en avait un deuxième, mais celui-là était le principal, qui permettait de faire des projets de réduction des émissions dans les pays en développement. Et ceci effectivement, génère des crédits. Et les crédits, ne pas confondre avec les quotas. Les quotas venant du système de rationnement de cap and trade. Les crédits, le problème, c'est qu'on peut générer, comme on peut faire, un nombre absolument gigantesque de projets dans le monde, à peu près dans tous les secteurs. Si vous voulez, en pratique, le nombre de crédits que l'on peut générer, que l'on peut mettre sur le marché, est presque illimité. Ce qui veut dire que vous avez potentiellement un déséquilibre entre l'offre et la demande qui fait que sur ce marché volontaire du carbone, les prix sont beaucoup plus faibles. On évoquait un prix aujourd'hui entre
70 et 80 euros pour le quota carbone, qui veut dire une tonne de CO2 équivalent. Aujourd'hui, sur les marchés volontaires, les prix aussi de moins d'$1 à une vingtaine ou une vingtaine au maximum, disons, une vingtaine effectivement de dollars. Donc on a des écarts très très importants. Donc le problème de cette compensation carbone, c'est que ça met sur le marché, d'une part, énormément de crédits qui peuvent, dans une certaine mesure, être utilisés comme des quotas. Donc cela va effectivement permettre aux entreprises d'alléger leurs contraintes, avec des crédits dont la qualité est douteuse. C'est surtout ça le problème. Alors, le reportage indiquait porter sur les forêts. Effectivement, on a énormément de problèmes à la fois sur les plantations d'arbres et surtout sur les projets de conservation des forêts qu'on appelle la déforestation évitée. On n'est pas en mesure de savoir ce qu'on évite vraiment, si vous voulez, parce que tout se base sur des scénarios virtuels et des scénarios que personne n'est en mesure de vérifier, donc ils sont tout à fait manipulables. Mais dans le domaine de l'énergie également, il faut savoir qu'il y a eu des milliers, par exemple, d'éoliennes qui ont été construites en Inde, qui ont généré des crédits carbone. Ces éoliennes, on le sait maintenant, auraient été construites de toute manière. Donc on a eu des effets d'aubaine massifs. Plus de la moitié de ces programmes, de ces éoliennes, auraient été de toute manière construites parce que la rentabilité était là. Or, on a un critère qui s'appelle l'additionnalité, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas normalement émettre des crédits carbone si votre projet, avant les crédits carbone, est intrinsèquement rentable. Et cette condition a été généralement violée de manière assez massive. Bruno Pilon, est-ce que vous avez acheté, vous, ce type de crédit ? Alors, est-ce que vous avez fait de la compensation pour planter des arbres Non, alors pour éviter de les détruire ? Non, on n'a pas fait, mais sur les deux sujets, je pense que les deux sujets de votre reportage, il y a effectivement le fait que les quotas au début n'ont pas fonctionné, je crois qu'il faut le dire. Ils ont été donnés, c'était bien illustré, en abondance aux entreprises, mais pas du fait des entreprises, c'est que c'était donné sur des moyennes antérieures, et puis il y a eu un effondrement du marché. Donc évidemment, on s'est retrouvé plein de crédits carbone. Dans le temps, parce que ça fait 20 ou 25 ans qu'on fait ça maintenant, on a rapproché les quotas qui sont distribués, les droits à émettre qui sont distribués aux émissions. Donc ça, c'est plutôt bien. Après, la compensation, non. Moi, mon groupe ne fait pas de compensation. Je crois que ça a été très bien dit. C'est très difficile à contrôler. Il y a des effets d'aubaine. Et nous, et c'était aussi dit dans votre reportage, on a l'impression qu'on sous-traite un peu l'élimination du CO2 à d'autres. Nous, on préfère affronter. Ça veut dire que le groupe que je représente, on investit en France, au moment où je vous parle, 650 millions d'euros. Donc on préfère investir sur nos usines et les décarboner plutôt que confier à d'autres dans un système qui, Cheikh Arsenti le disait, qui est difficile à contrôler. Comment améliorer ce système ? Est-ce qu'il faut traiter directement avec les États ? Est-ce qu'il faut financer des projets privés ? Est-ce que ou simplement donner de l'argent aux États pour qu'ils ne coupent pas les forêts, par exemple ? Non, je pense que ça, c'est quelque chose qui est très demandé aujourd'hui par les pays en développement, et je pense que ça, on va vraiment dans la mauvaise direction. Beaucoup de pays demandent des rentes, tout simplement parce que leurs forêts absorbent du CO2, ce qui est vrai dans certains pays, c'est vrai dans le bassin du Congo, ce n'est plus vrai en Asie ou ailleurs. Mais je pense que la solution n'est pas de verser des rentes. Le problème, c'est vraiment de passer des accords sur comment est-ce que, par exemple, on va enrayer la déforestation. Ça veut dire des réformes, ça veut dire de l'investissement. On a beaucoup d'argent à dépenser pour, par exemple, clarifier les droits fonciers, pour transformer l'agriculture, pour changer les systèmes énergétiques au niveau planétaire. On a des instruments qui sont assez intéressants, qui sont, par exemple, on appelle ça le JETP, ça veut dire les partenariats pour une transition juste, qui consiste, par exemple, à ce qu'une coalition de pays se mette en discussion, en dialogue politique avec d'autres pays qui, par exemple, font du charbon, c'est le cas entre l'Europe et l'Afrique du Sud, pour dire, au fond, voilà, mettons-nous autour de la table, vous avez du charbon, on vous demande effectivement de réduire et voire de supprimer votre production d'électricité à base de charbon. Et en échange, nous allons investir de manière tout à fait importante pour construire des systèmes basés sur les renouvelables. Ce type d'accords bilatéraux me paraît juste parce qu'on n'est pas dans la rente, on dit quelles sont les priorités, comment est-ce qu'on peut investir, et quels moyens on met à disposition de ce point de vue, et ça me paraît le plus efficace. Allez, on en vient à notre troisième et dernière partie. Au premier jour de la COP, les États ont adopté un accord de mise en œuvre du fonds destiné à indemniser les pays vulnérables face au dérèglement climatique. Un texte salué comme une avancée importante. Pour autant, le chemin s'annonce encore long et sinueux avant les premiers versements. Les précisions d'Audrey Racine et Antonia Kerrigan. Aujourd'hui, à Sharm el-Sheikh, nous avons créé le tout premier fonds consacré aux pertes et dommages. C'était la pose de la première pierre, mais tout restait encore à faire pour donner vie à ce fonds. Un an plus tard, les pays doivent décider à la COP qui y contribuera, à quelle hauteur, et même quel pays pourrait prétendre à ces indemnisations. Je pense que c'est absolument crucial et urgent.
et que nous sommes en retard de plusieurs décennies. L'argent est nécessaire pour alléger un peu le fardeau de tous ces événements climatiques. Après plusieurs réunions préliminaires en amont de la COP, un texte provisoire a été trouvé, une simple base de négociation pour l'instant. Aucun pays n'est particulièrement content de ce texte. Les pays en développement sont très déçus de s'être sentis forcés à faire des concessions. Et certains pays développés, comme les États-Unis, ont fait des objections sur des points qui sont clés pour eux. Les pays en voie de développement ont notamment accepté que ce fonds soit hébergé temporairement par la Banque mondiale, ce qu'ils avaient refusé jusqu'ici, redoutant qu'elle ne puisse défendre leurs intérêts. Ils mettent en effet en doute l'impartialité d'une institution basée à Washington et où le pouvoir de vote des États-Unis dépasse de loin celui des pays en voie de développement. Quant à savoir qui paiera, le texte provisoire invite les pays développés à contribuer à ce fonds, mais le plus grand pollueur historique, les États-Unis, rechignent à endosser cette responsabilité financière et poussent pour que cette contribution se fasse sur la base du volontariat. Les États-Unis veulent la déclaration la plus faible possible à propos de ceux qui sont censés y contribuer. Washington aimerait que la Chine soit tenue davantage responsable. Mais alors que se négocie la participation de chacun ou la gestion du fonds, les pays impactés par la crise climatique n'ont toujours aucune idée des indemnités auxquelles ils pourront prétendre. Concepción Alvarez, cet accord est-ce une victoire pour les pays du Sud? Est-ce de nature à rétablir la confiance entre les pays du Nord et du Sud? On le disait dans le reportage, c'est un texte qui ne convient à personne. En général, c'est plutôt un bon signe. En fait, ce fonds pertes et dommages qui vient adresser vraiment les dégâts irréversibles du changement climatique, les pertes économiques et non économiques, comme des déplacements de population, des pertes culturelles ou d'héritage. C'est une demande qui était faite par les pays du Sud depuis 30 ans. C'était inespéré. Les États-Unis avaient toujours mis leur veto. Ils avaient toujours refusé de payer parce que ça voulait dire qu'ils reconnaissaient qu'ils étaient responsables du changement climatique. L'année dernière, on avait eu une avancée inédite avec le lancement de ce fonds. Puis là, surprise de Sultan Al-Jaber, le président de la COP28, qui décide de mettre les discussions... C'est une manière d'asseoir sa crédibilité pour la suite de la Il assoit sa conférence. légitimité, il assoit sa crédibilité en disant je vous ai entendu, je suis votre porte-voix. Et donc, il permet de rétablir la confiance qui était bien érodée entre les pays du Nord et les pays du Sud pour peut-être espérer avancer sur les autres sujets. Mais il ne faut pas oublier que tant qu'on ne s'attaque pas aux énergies fossiles, c'est un peu l'éléphant dans la pièce, ça ne sert à rien de contribuer aux pertes et dommages. Alors, restons quand même, avant de revenir sur les énergies fossiles, on l'a vu, il reste quand même pas mal de points en suspens dans cet accord, à commencer par qui va payer. Qui va payer? Alors, on a eu des millions de dollars annoncés, il en faudrait des milliards. Une estimation conservatrice calcule qu'il faudrait 580 milliards de dollars par an d'ici 2030 pour faire face aux dégâts. C'est sans doute sous-estimé. Donc là, on parle de quelques millions. On a eu l'Allemagne, les Émirats arabes unis, l'Union européenne, le Japon, mais on n'a pas... les États-Unis ont contribué à hauteur de 17,5 millions de dollars, ce qui peut prêter à sourire, puisque c'est le principal contributeur vous avez oublié un pays, je crois, au changement climatique. Il y a eu l'Allemagne, le Japon, le Royaume-Uni. Et la Chine. La Chine a finalement... Non, la Chine qui n'a pas payé. La Chine n'a pas payé pour l'instant. On attend que le vice-président chinois parle, mais effectivement, il semble peu probable qu'elle abonde ce fonds. C'est une position historique. La Chine n'est pas dans les pays à l'annexe 1 du protocole de Kyoto, et du coup, elle estime qu'elle n'est pas responsable historique du changement climatique. On verra si sa position change. Oui, et alors qu'en fait, si on regarde, aujourd'hui, depuis au moins une douzaine d'années, la Chine est le premier émetteur mondial, très loin devant les États-Unis. Et même si l'on adopte une comptabilité historique en émissions cumulées depuis le début de la révolution industrielle, je crois que le niveau d'émissions cumulées de la Chine a déjà rattrapé ou est en passe de rattraper les États-Unis. Si l'on prend même effectivement l'ensemble des pays du Sud, ce qu'on appelle le Sud global, si on met la Chine dans le Sud global, puisqu'elle décide de s'y mettre, eh bien, on s'aperçoit que les courbes vont bientôt se croiser. C'est-à-dire que même historiquement, les pays qu'on appelle du Sud global auront émis plus depuis 1850, depuis la révolution industrielle à peu près. Donc on est devant, des arguments qui, à mon avis, posent un problème. Et c'est pour ça que je crois que les Américains, depuis longtemps, freinent leur rival systémique ne met pas d'argent. Eux, effectivement, en mettent un petit peu. Alors, sur ces fonds, quand même, je pense que effectivement, c'était une demande des pays du Sud. Elle est en partie justifiée, je pense. Simplement, il faut bien voir que
que je faisais le compte, il y a aujourd'hui 8 fonds multilatéraux effectivement, qui s'occupent d'adaptation. Entre le Fonds vert pour le climat, entre le Fonds d'adaptation, entre un fonds spécial pour les pays moins avancés, etc., et j'en passe. Ça veut dire 8 institutions, ça veut dire effectivement des coûts de transaction, c'est-à-dire des coûts de fonctionnement qui sont très importants, des bureaucraties qui se mettent en place. Là, en l'occurrence, ce sera la Banque mondiale qui... Ça sera la Banque mondiale, donc c'est pour ça qu'effectivement, ça va réduire un petit peu les coûts bureaucratiques d'une certaine manière, parce qu'ils gèrent déjà d'autres fonds comme le Fonds pour l'environnement mondial, etc. Mais fondamentalement, ces 8 fonds, tous ces fonds sont sous-financés. Et en même temps, ils sont financés. Et en même temps, ils ont souvent, notamment sur l'adaptation, beaucoup de problèmes à décaisser, c'est-à-dire à trouver des bons projets, des programmes qui seraient effectivement importants. Et donc, ça, parce qu'il n'y a pas peut-être les compétences sur place pour les mettre en œuvre, parce qu'il n'y a pas les compétences sur place, parce qu'effectivement, on manque d'institutions, les pays récipiendaires manquent d'institutions assez solides pour pouvoir gérer les fonds, et puis parce qu'il y a des décisions politiques, effectivement, à prendre. Quand on parle d'adaptation, probablement une des choses à faire, ça serait de commencer à faire ce qu'on appelle des replis stratégiques, c'est-à-dire à déplacer des populations, voire des villes entières, le long des côtes. Évidemment, d'abord, ça coûte extrêmement cher, donc là, premièrement, on n'aura pas les fonds. Et deuxièmement, ça veut dire des conséquences politiques et sociales pour les gouvernements qui auraient le courage d'affronter cela pour anticiper quelque chose qui va se passer peut-être dans 10-15 ans, qui sont très difficiles à faire. Et alors, vous dites que multiplication de fonds coûteux, inefficaces, quelle est l'alternative ? L'alternative, bon, je crois que là aussi, je ne suis pas certain que les systèmes multilatéraux soient finalement les plus, disons, les mieux armés pour traiter de problèmes concrets. Je crois que de la même manière que pour l'atténuation, je pense que le dialogue politique en bilatéral pour savoir où investir, quelles sont les priorités et comment est-ce qu'on se met d'accord entre une coalition de bailleurs et des États récipiendaires, etc., pour dire voici les priorités, voici les réformes qu'on fait et voici ce qu'on transforme. Je pense que pour l'adaptation, on pourrait avoir quelque chose qui serait du même ordre, c'est-à-dire au fond des coalitions d'États donateurs et qui discutent véritablement de dire quelles sont vraiment les mesures clés à prendre pour l'adaptation. Alors il nous reste 1 minute 30. Peut-être un mot de conclusion avec vous, Bruno Pilon. Merci. Non, déjà, je voulais terminer sur une note positive, parce que l'accord pertes et dommages, je pense que c'est quand même un pas très important. Et on a vu François Gémen en début d'émission, et lui, il répète inlassablement que le problème du CO2, il est à la fois géographique et temporel, c'est-à-dire que le CO2 qui, aujourd'hui, cause des dégâts, il a été émis il y a des dizaines d'années, et en plus, il cause des dégâts là où il n'a pas été émis. Donc cet accord pertes et dommages, c'est absolument indispensable. Est-ce que ça peut aider à sortir des énergies fossiles ? Je vois dubitative. En tout cas, ça restaure la confiance entre les pays du Nord et du Sud. On en avait besoin, ça envoie un très bon signal. On l'attendait vraiment pas et ça envoie un signal fort. En tout cas, il a marqué le coup. Il montre des preuves d'engagement, donc à voir si ça continue. Mais là, toutes les dispositions sont là pour que les pays puissent dialoguer, négocier. Mais il est évident que les pays du Sud attendent que les pays du Nord agissent et qu'ils agissent bien plus vite qu'eux et qu'ils sortent des fossiles bien plus vite qu'eux. On fera le point dans un an pour la COP29. En tout cas, merci à tous les trois d'avoir participé à cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. L'information continue sur France 24.